Une zone littorale, en fait la zone nord de France. On va essayer de ne plus être géocentré et puis politisé, sans figer frontières. Maintenant on va être un peu biocentré et on va se retrouver géographiquement à un endroit qui s'appelle la mer du Nord. La mer du Nord qui va donc de l'entrée de la Manche, on pourra dire démarre au niveau de Calais dans la physionomie qu'on va décrire ici, et qui va jusqu'aux portes de la mer Baltique, et ensuite pour arriver vers l'Arctique. Pour comprendre comment fonctionne ce territoire, il faut connaître son histoire. On parlait tout à l'heure d'une épaisseur de sable, cette épaisseur de sable est venue d'un endroit. Son histoire commence en fait il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, on subissait ici une glaciation, c'est sur la Terre. Une glaciation qui faisait en fait que tout le nord de l'hémisphère, le sud de l'hémisphère aussi, était recouvert de ce qu'on appelle un inland sea. Inland sea, c'est la banquise, mais sur la Terre. On avait plusieurs kilomètres en fait d'épaisseur, qui allait ici, qui recouvrait une bonne partie de l'Amérique du Nord, qui recouvrait le nord de France, qui recouvrait une bonne partie du nord. Voilà. Ce qui fait qu'au niveau du climat, nous avons à cette période-là une période très aride. C'est-à-dire que toute l'eau qui est dans cette glace, vous ne la trouvez ni dans l'atmosphère, ni dans ce qu'on pourrait appeler des glaciers, puisque les glaciers de toute façon sont repris ici. Et il fait relativement sec dans le Sahara, et il fait relativement froid, relativement sec aussi chez nous dans le nord. J'ai du mal à parler. Excusez-moi, ça doit être le réseau. Ce qui fait que chez nous, nous aurons dans le nord de France, sud de l'Angleterre, des zones sans végétation. On n'a pas d'arbres, on voit toujours la forêt chez nous. En fait, à cette période-là, sous l'homme de Cro-Magnon, puisqu'on est sous l'homme de Cro-Magnon, nous avons de la toundra, dans laquelle nous allons avoir des rennes, des mammouths, des rhinocéros laineux. Nous avons des hommes qui ne voient quasiment pas d'arbres. La toundra, il faut regarder un petit peu la Laponie, certains endroits vers le cercle arctique. Quelques ruisseaux. Ces hommes sont nomades et essaient de survivre comme ils peuvent. Je voulais parler du terrain. Donc comme on voit ici, ici on n'a pas d'eau dans la mer, on n'a pas d'eau dans l'atmosphère. Donc tout ce qui est niveau des océans est beaucoup plus bas. On peut estimer que par rapport à aujourd'hui, le niveau est 120 mètres inférieur. Donc ici, ce qu'on appelait nous la mer du Nord n'existe pas. N'existe pas. Nous avons ici un petit fleuve, qui est en fait un fleuve de glacier, et qui ramène l'eau douce. Laurent, c'est bien joli tout ce que tu nous racontes là, tu as pris ça sur internet, 2-3 bouquins, on voit en plus que tu n'arrives pas à tenir ton discours. Bon, est-ce que tu peux nous le prouver? Alors moi je vous dis oui. Moi je vous dis oui, en fait je peux vous le prouver parce que ça a été découvert. En mer du Nord, on a des zones où le pétrole a été stocké pendant des millions d'années. Ce pétrole est recherché naturellement par les compagnies pétrolières. Que font les compagnies pétrolières pour pouvoir trouver leur pétrole? Ils font des sondages radars. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le fond des océans? Et nous, c'est dans le fond de la mer du Nord, ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé ça. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec dans le fond plein de petits liserés qui auraient pu être pris pour des bancs de sable, mais qui sont en fait des zones où il y avait à une époque de la vase. Ils ont trouvé à cet endroit-là du pétrole, ils ont trouvé à cet endroit-là des lignes de charbon. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, il y avait quoi? Forêt. Il y avait de la forêt, où il y avait au moins de la végétation. Ce qui est sûr, c'est qu'à cet endroit-là, il y avait aussi de l'eau douce, puisqu'en fait, tout ça représente une ligne, un réseau hydrographique. D'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, ici, dans le fond, il y avait quoi? Il y avait des rivières. Petite question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, normalement, on a 120 mètres justement, 120 mètres de profondeur.
Il ne se peut pas qu'aujourd'hui, il y ait autant de sable à draguer, un sable, on ne sait même pas d'où il vient, qui fasse en sorte que ce fond, aujourd'hui, on a quelques mètres de profondeur. On n'a pas les 120 mètres. Il y a eu quelque chose. La question, c'est quoi? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire du Doggerland. Bonjour. Le Doggerland, c'est une zone qui se trouve ici, entre l'Écosse et le Danemark. Je vous ai montré une carte tout à l'heure. Bonjour. En parlant de dog. Comment? En parlant de dog. Je vous ai montré tout à l'heure une carte où ici, il n'y avait pas d'eau. Hein, vous vous souvenez? En fait, nos amis danois, nos amis néerlandais se sont amusés à un jeu. C'est que voilà, on va faire cette partie de l'Europe, on va baisser le niveau de la mer, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc l'Europe, on a l'Europe d'aujourd'hui. Ici on a l'Europe qui a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, fin de la glaciation, c'est la glaciation de Wurm. C'est aussi la période que nous avons appelée le Magdalénien. Le Magdalénien, c'est la période de la grotte de Lascaux, hein, qui va être peinte. Et nous avons les chasseurs de Cro-Magnon et de Solutré qui vont laisser leur héritage. Ici, nous avons des gens qui ont vécu aussi. Donc, nous avons des gens qui ont vécu de la pêche, qui ont vécu dans une forêt, qui ont profité de tout ce territoire qui était complètement vierge. Un jour, ce qui s'est passé il y a 10 000 ans, c'est qu'il y a eu un réchauffement climatique dont je ne vais pas parler là parce que c'est trop long. Je vous propose de venir à la visite, on ne parle que de ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un réchauffement et le niveau de l'eau va commencer à monter. On entend toujours la légende qui est avérée du Mont Saint-Michel, donc, où lorsque la marée commence à monter, nous avons la mer qui avance à la vitesse d'un cheval au galop. Ici, tout est plat. Nous avons des gens qui vont devoir reculer. Donc le niveau va monter en quelques milliers d'années, ce qui n'est pas grand-chose, d'une centaine de mètres. Il faut imaginer le terrain est plat comme ici. Ces gens vont devoir partir et ils vont finir sur une île qui est là. Ils vont finir sur une île qu'on appelle aujourd'hui le Doggerbank parce que c'est devenu un banc de sable. Encore une fois, Laurent, c'est joli ce que tu dis, c'est une belle histoire. Tu as trouvé ça sur internet ou tu as lu ça justement Jack Vance ou bien Morcock? Non. Ici nous avons des pêcheurs qui vont pêcher en fond, chalutiers et autres, qui ramènent parfois des os de baleine, qui parfois ramènent des os de mammouth, je raconte des conneries alors, et qui ramènent aussi des morceaux. Des morceaux de quoi? Des morceaux de silex, enfin, des silex qui sont taillés. Ils ramènent des morceaux de charbon qui montrent qu'il y a eu des pilotis. Donc il y a des recherches qui ont été faites aux alentours, plus proches du Danemark, parce qu'ici on est vraiment au fond. Ils ont bien trouvé des traces d'hommes. Donc il y a des hommes qui ont vécu. Ils ont trouvé aussi des pirogues, des morceaux de pirogues, donc ils savaient déjà aussi utiliser les embarcations. Et donc ces hommes ont vécu là. L'histoire du paysage. Ça a monté. Ça a monté. Donc ici on aurait dû avoir les mêmes fonds que là. Qu'est-ce qui s'est passé? On va laisser un peu les hommes du Doggerbank, du Doggerland. Et on va voir un peu la tragédie qui s'est passée. En Écosse, dans le nord de l'Écosse, les géologues se sont intéressés à certaines strates. Une strate, c'est quoi? C'est un amas géologique. Vous avez une couche de sable, vous avez une couche de charbon, vous avez une couche d'argile. Tout ça, c'est bien uniforme. On aime bien ce qui est droit. Et en Écosse, ils ont trouvé quoi? Et ils ont trouvé ça aussi en Irlande et dans d'autres petites îles. Avec de l'argile, avec des rochers, là où il devrait en avoir. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme ça? Alors ils se sont intéressés à l'historique. Lorsque vous avez 2 km de neige
neige, c'est une épaisseur de 2 km de neige qui s'enlève d'un endroit. La coupe terrestre n'est pas quelque chose de solide. Nous sommes tout petits, quand on fait ça, ça ne bouge pas. Ce qu'il faut savoir, il s'est avéré géologiquement, c'est que si vous enlevez très rapidement, et donc à l'échelle planétaire c'est vraiment très rapide, 2 km de neige, on a ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire. Vous mettez 2 km de neige, à coupe terrestre, fait ça. Lorsque vous enlevez très rapidement ça, en fait, il va y avoir ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire. C'est un geste élastique. Exactement comme si vous étiez vous sur un trampoline, et puis que vous vous relevez d'un coup, qu'est-ce qui fait le trampoline? Hop, une onde qui se fait en même temps. Il y a 6000 ans, ici, vous avez Terre-Neuve. Il y a Terre-Neuve, avec ici une petite barrière de neige qui existe encore. Et Terre-Neuve, qui est un grand lac de rétention. Vous en retrouvez des choses à de ce côté. Et un jour, ici, cette barrière de neige, comme dans l'âge des glaces, hein, c'est rigolo, lâche. Qu'est-ce qui se passe? Toute cette flotte déferle, avec tout ce qui reste comme neige, qui peut être encore accroché. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça rentre dans la mer, et alors c'est le tsunami. Donc là nous avons un tsunami qui va déferler, qui va partir sur le Rhône. On va tout embarquer avec, qui va prendre des morceaux qui passent par ici, qui va déferler à cet endroit-là. Ça va rentrer dans la mer du Nord, puisque nous on va se centrer à cet endroit-là. Ça va rentrer dans la mer du Nord, et ici ça va continuer à creuser l'estuaire, qui va donner l'estuaire qu'on connaît, jusqu'à peu près ici. Donc ici ça va creuser, et ça va nous ramener déjà de la matière. Lui sera toujours là. Le rebond a fait que on a fragilisé certaines zones. Ici on a un autre lac qui est en train de se former, ce qu'on appelle nous la mer Baltique. La mer Baltique est bloquée ici par quelques roches, par quelques glaces. Ça va céder, il va y avoir un effondrement de terrain qui va se faire. Cette eau va arriver. Toute cette eau avec toute la marne et tout le sable qu'il peut y avoir, ça va déferler sur d'Augerban. Et ça va nous ramener en fait tout le sable qui va faire la mer du Nord. C'est l'histoire de chez nous. Laurent, c'est bien joli, on a des preuves géologiques. On a une preuve géologique, parce que maintenant les archéologues belges en sont certains, les archéologues français commencent à travailler dans ce sens-là. Nous avons un petit peu à l'intérieur des terres Givelde. Givelde, nous avons ce qu'on appelle la dune fossile. C'est assez longtemps servi de... Donc je fais une visite là-dessus, donc je pourrais vous inviter. La dune fossile, sur cette dune fossile, nous avons un sable qui est là depuis 6 000 ans. Ce sable, au départ, on pensait que c'était une dune et que la mer va avancer, et puis que ça aurait pu justement être une dune qui tout doucement s'est érodée. En fait, non, il s'avère que c'est pas ça. Cette dune, c'est un tas de sable. C'est un tas de sable qui a été ramené par ce tsunami, qui a été ramené jusque-là et qui va jusqu'en Belgique. On en retrouve aussi un petit peu du côté d'Angleterre par là-bas. Enfin, il y a une zone un peu, c'est pareil, on retrouve du sable un peu similaire. Mais là, qui viendrait par contre de l'autre, celle qui vient de Terre-Neuve. Donc tout ce sable vient de là. Si vous pensez qu'on avait plus ici le sableuse qui existait déjà, c'est qu'en fait ici on avait un marais. Ça a été complètement engouffré. En fait, ici on avait un marais, c'est pas vrai. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, bon, ici on voit la France telle qu'on la connaît, et cette zone-là qu'on appelle la flamme maritime mexicaine. Vous connaissez les locaux, vous connaissez l'ancien rivage du côté de Pic-Gamme. En fait, on voit justement une zone qui est beaucoup plus proche. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir jusqu'à 30 mètres de sable qui va être ramené tout doucement par ici, par les marées. On va avoir des nouvelles dunes qui vont apparaître. Et puis ce sable va tout doucement s'amonceler, et c'est là que la plaine flamande en fait va naître. Qui va donner un terrain plat, celui qu'on connaît actuellement. Qui va donner un terrain marécageux qui sera invivable pendant longtemps. Il va y avoir une baisse du niveau qui va arriver un peu plus bas que le niveau actuel et qui va faire que ça devienne vivable et que des populations puissent venir. On sait qu'il y a eu des populations parce qu'il y a des traces géologiques. Ensuite, on peut penser que c'est fini. C'est l'histoire du sable, c'est l'histoire des dunes, c'est joli.
et puis que les Flamands vont venir s'installer, ils vont boire de la bière, jouer de la cornemuse, vont venir à la pêche, ils vont créer ArcelorMittal Dunkerque. Donc lorsque je vous parlais qu'il y avait des hommes, donc on a trouvé des traces. Ici on est par exemple au Mont d'Eka. Et donc au Mont d'Eka, ils ont trouvé des Maglémosiens. Alors ça peut vous intéresser. Maglémosiens, ce sont les Indiens d'ici. C'est-à-dire que Maglémosiens, ce sont les tribus qui vivaient au Mésolithique, c'est la période post-glaciation, et qui vivaient dans les forêts ou bien dans les marécages, hein, zones humides et forestières. Donc ici ça va se boiser. Ici on a trouvé une zone minière où il y avait des gens qui taillaient le silex. Et comme il y avait du fer, naturellement on trouvait la marcassite, ce qui était intéressant. Ensuite on sait qu'il y avait des échanges déjà, parce qu'on a trouvé des choses qu'on ne pouvait pas trouver à cet endroit-là, et qui prouvaient que par exemple au niveau de Sangatte, on a trouvé aussi un autre lieu, qu'il y avait des gens qui faisaient sans doute des échanges commerciaux. Le climat va se réchauffer, ça va donner de la forêt à certains endroits, marécages au niveau d'un autre. Par la suite, historiquement, la mer ne va pas rester là. On sait parce que sous César, on dit toujours que les Gaulois ont arrêté César, que César n'a pas réussi à envahir la plaine flamande, on a plein de choses à ce niveau-là. Mais en fait, c'est pas ça qui a arrêté César à Castellum, hein, donc à Cassel. Ce qui a arrêté César, c'est que le premier rivage qui était là va reculer de nouveau. On va avoir encore une fois des mouvements de la météo qui vont faire que le niveau de l'eau va monter. Le niveau de l'eau va monter tellement fort qu'ici les dunes vont finir par disparaître. En fait c'est du sable donc ça va être fondu. L'eau salée va rentrer à l'intérieur des marécages et tout sera, plus rien va être vivable. Il va y avoir les fièvres qui vont s'installer. Et si bien qu'en fait on dira qu'à Cassel, il y avait une odeur de peste qui s'est installée. Donc c'est ce qu'on appelle la transgression carolingienne. Et, non, ça c'est la régression carolingienne. Donc c'est une transgression dunkerquienne, ça doit être la transgression 2. Et qui va faire que l'eau va rentrer ici. Elle va rentrer en fait jusque dans la A. Et on dit qu'à Watt, on payait la dîme du hareng. Il va en avoir 4 comme ça, qui vont faire qu'il y aura une régression. Régression en fait c'est la mer qui quitte l'intérieur des terres, transgression c'est la mer qui rentre à l'intérieur des terres. À chaque fois ça va ramener du sable, et qui va faire que en fait tout doucement ce sable va s'amonceler à l'intérieur. Zone de marée qui va disparaître, non pas grâce à des moines, mais grâce à l'administration d'un génie, un génie politique. Parler d'un génie politique, c'est impossible. On a le comte de Flandre, je ne vais pas garder à vous pour ça, mais c'est parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Un comte de Flandre qui s'appelait Philippe d'Alsace, donc qui est né dans le Hainaut, à notre époque là, qui va partir assez souvent en Terre Sainte. Son père est celui qui a ramené le lion de Flandre, mais c'est aussi quelqu'un qui a vu énormément de choses au niveau de ce qui est fait dans le monde sarrasin. Il va ramener chez eux notamment une certaine ingénierie. Et l'ingénierie c'est quoi? C'est l'ingénierie de l'assèchement de terrain. L'assèchement de terrain, on appelle chez nous le watring. Le watring c'est un fossé, un cercle d'eau qui va capter l'eau de l'intérieur du fossé par ruissellement, hein, c'est que de la gravité, il n'y a aucun moteur, et par système de canaux qui va tout ramener à la mer. C'est le canal exutoire qu'on peut voir à peu près au niveau du phare par là-bas. Un grand phare blanc. Le système fonctionne encore comme ça. Alors ce ne sont pas des moines qui ont fait ça, ce sont des paysans. Ce comte, quand il a créé, il a administré son comté de Flandre et qui a voulu mettre ça en place, pour attirer les paysans dans cette zone qui était insalubre, a décidé que chaque personne qui allait travailler dans ce sens devenait propriétaire de sa terre. Et devait, de ce fait-là, en effet, la soigner pour faire en sorte d'avoir de la nourriture. Ça ne pouvait pas se faire tout seul, il fallait bien avoir quelqu'un pour pouvoir donner les terres, pour pouvoir administrer, pour pouvoir surveiller. Et c'est là que les moines rentrent en jeu. En fait, chacun de ces monastères, il y a le Ravensberg, il y a le
le monastère de Bourbourg. Nous avons aussi le monastère Saint-Binoc à Bergue, qui vont en fait chacun devenir à leur tour les Mourenher, Mourenmestre, ça dépend du pays où on se place. Et donc en fait ils vont devenir le seigneur du marais, le maître du marais, et simplement chacun à leur tour administrer le marais, sans pouvoir, simplement dire voilà vous devez faire ça, et faites-le bien et léguer les terres. Donc dedans les moines ont été administrateurs, mais ce sont bien les gens du terrain qui sont maîtres du terrain. Et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui l'administration des syndicats des Watringues fonctionne encore comme ça. C'était l'histoire du pays.